Merci d'être venus aussi nombreux. Je sais qu'on a le départ d'Antonio Gallego en même temps, mais bon. On se réjouit en tout cas d'accueillir Anne de Mians. Je te remercie d'être venue. C'est formidable. C'est formidable parce que d'abord, tu es une femme architecte remarquable. Parce qu'il ne suffit pas d'être femme architecte. Et tu es, j'ai envie de dire, éblouissante par ton travail, ton acharnement. On a la chance ce soir d'avoir une véritable professionnelle qui est à la tête d'une agence hyper professionnelle, extrêmement bien structurée, et qui touche à des dossiers, j'ai envie de dire des projets, qui sont de très gros projets, très grands projets, ambitieux. Mais heureusement, tu ne te contentes pas simplement d'un volume d'affaires, voire d'un gabarit de bâtiment, mais ces projets sont très ambitieux, non seulement dans leur forme, dans leur mise en place des détails techniques qui sont très dessinés, des matérialités, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une religion particulière de matériaux, d'attitude, d'approche. J'ai envie de dire que tu résonnes avec les contextes, avec les programmes, et donc il y a une grande inventivité dans ce travail qui, moi, me subjugue souvent. Sur Strasbourg, tu as réalisé les Black Swan, que tout le monde connaît, qui sont 3 tours en acier noir, qui déjà mettent en avant la question de la réversibilité, qui est un enjeu majeur pour les décennies à venir. Et ça me permet aussi de présenter ce livre qui vient de sortir il y a un mois environ. Le 10 mai. Le 10 mai, voilà, même pas. Donc la réversibilité des bâtiments pour une ville décarbonée aux éditions du Moniteur, et qui défriche un peu la complexité, enfin pas un peu, mais dans le détail, la complexité de ces choix qui sont aujourd'hui des annonces politiques extrêmement intéressantes, mais où nous, architectes, face à la réglementation, on est perdu parce que déposer un permis pour un bâtiment de bureau ou un bâtiment de logement, c'est pas du tout la même chose. Pour un investisseur, c'est pas les mêmes coûts. Donc, anticiper des réversibilités sur des rendements à moyen terme, c'est pas simple. Il faut vraiment avoir des arguments pour convaincre. Et pour l'instant, les arguments, ils sont plus d'ordre politique, de l'ordre du slogan que de l'ordre de la réalité économique des marchés et des chantiers. Donc ça, c'est un premier travail que tu fais. Mais en même temps, cette recherche, tu l'amènes depuis longtemps sur tous les projets, parce que tu as aussi enseigné à Rennes, avec Ovette, Godin. Non, avec Jacques Ferrier. Avec Ferrier, pardon. Ouais. Mais Godin était ton mentor, on va dire, ton premier, ton professeur le plus important. Tu as fait tes études à Versailles. Tu as aussi enseigné à l'école spéciale d'architecture. Et Anne de Mians est la première femme à entrer à l'Académie des Beaux-Arts, au poste de Roger Taillibert, au siège, au fauteuil de Roger Taillibert, comme académicienne pour représenter l'architecture au sein de l'Académie des Beaux-Arts sous la coupole. Donc là aussi, c'est une première, une innovation qui est largement méritée. De nombreux projets, et encore tout récemment, tu viens de livrer, parce que tu es aussi une spécialiste des bâtiments anciens qui sont restructurés, lourdement repensés, en conversion programmatique ou tout simplement en modernisation. Et tu viens va être inauguré les termes en juin ou en septembre, les termes de Nancy, qui sont une aventure qui s'était arrêtée en 1918 et que tu continues et que tu as livré aujourd'hui, et qui est aussi une magnifique réalisation, à la fois dans ses formes, ses proportions, ses matériaux. C'est superbe. Tu m'as fait l'amitié de visiter récemment. Bien sûr, et avec de nombreux collègues. Je vais te laisser nous présenter ton travail et puis tes envies de communiquer sur tes recherches. Ouais. Je te passe la parole. Merci. Merci. C'est comme tu veux. Ouais, c'est très bien. Ou alors je parle au micro. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez là ou c'est parfait? Tant mieux. Merci Georges pour cette introduction très sympathique.
Mes projets, comme tu l'as un peu dit, sont issus d'une réflexion assez collégiale et interdisciplinaire, parce qu'il me semble que c'est un moyen pour arriver à s'inscrire dans le temps long, dans la réflexion, pour arriver à toucher les mécanismes de la société. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément, en fait, dans mes projets, en développant 3 thèmes principaux, en fait, qui viennent un peu, je coiffer un peu mes projets. C'est le rapport entre patrimoine et modernité, entre public et privé, et la ville et les usages. En fait, il y a toujours un peu sous-jacent ces thématiques, avec plus ou moins d'acuité selon les raisons de faire. Je commencerai tout de suite par un... Alors, si vous aviez suivi la conférence de Francis Soler, il vous en a un peu parlé, parce que c'est un projet qu'on a fait à 4 mains, donc une façon collégiale dont je parlais. C'est que je pense qu'à un moment donné, quelquefois, on a un métier un peu solitaire, et là, de travailler avec 3 fortes têtes, c'était assez salutaire. Et ça a permis qu'on fasse un peu bouger les lignes sur des enjeux, en fait, où la question de la conviction, on a voulu avoir une façon assez militante de dire qu'il n'y avait pas de raison de distinguer, en fait, l'architecture, en fait, qui serait plus dédiée au social et l'architecture plus dédiée au public. Donc, ces 3 architectes, c'est Rudy Ricciotti, que vous devez connaître, puisqu'il a fait le Musen à Marseille, Finn Gapel, qui a fait le Centre du Design à Saint-Étienne, et Francis Soler, qui a fait notamment le ministère de la Culture. Enfin, tous, on fait beaucoup plus de projets, mais enfin, pour les projets qui ont un peu marqué leur carrière. Et puis, Louis Bénèche, qui est avec Pascal Cribier, je pense, qui était l'un des 2 ou 3 plus grands paysagistes en Europe, et qui nous a fait l'amitié de travailler avec nous pour la partie paysage. Alors, ce projet, il est situé à l'ouest de Paris, à Porte d'Auteuil, et c'est un projet qui, quand on veut faire 400 logements, dont 200 logements sociaux et 200 logements en accession, qui était assez provocateur déjà. Il s'est installé dans la continuité, en fait, de la coulée verte. Donc là, on a fait une sorte de pièce urbaine avec cette idée que on pouvait déroger à l'alignement haussmannien pour s'inscrire justement dans cette dimension plus écologique du projet, au sens, c'est quoi le coefficient de forme le plus remarquable pour préserver, en fait, la possibilité que chaque logement puisse avoir des vues en profondeur. Chacun ne porte pas rond les uns sur les autres. Les logements sont majoritairement traversants. Ils ont tous des espaces extérieurs. Et ça, c'est un projet qu'on a fini en 2019 et qu'on a commencé en 2008. Donc ça veut dire que quelquefois, il faut pas lâcher le morceau pour arriver à transformer Alors, il y avait une préoccupation parce qu'on était 4 architectes et en même temps, on voulait avoir une sorte de résolution collective et notamment cette dimension artistique, on l'a attrapée par rapport au... en fait, vous voyez, ces 3 bâtiments qui sont librement disposés dans le terrain, mais qui sont attachés au bâtiment central, au mien. Je soulève, en fait, d'une certaine façon, mes jupes pour laisser passer le regard et faire en sorte qu'on retranscrive les escaliers traditionnels du 16e arrondissement avec une œuvre, en fait, qui est un peu comme une sorte d'installation abstraite du déplacement vertical avec des escaliers qui sont complètement et des ascenseurs qui sont inclus dans une mise en abîme, en fait, d'une béance, mais qui est une béance fédératrice et qui relie les 4 projets. Alors, l'aspect militant, c'est clairement la dimension industrielle assumée du projet, c'est-à-dire qu'on a pris chacun les mêmes menuiseries, mais qu'on a traduit chacun avec notre sensibilité sur la peau extérieure qu'on voit à gauche. Les menuiseries sont identiques pour les 4 projets, ce qui nous a permis d'avoir réellement une économie de projet par la masse. Et on a travaillé tous la question, vous voyez, avec ces 4 projets, en fait, ils sont un peu comme c'est l'haussmannisme, c'est-à-dire il y a une sorte de même matérialité, mais travaillée différemment. Le mien était oxydé, celui de Rudy perforé, celui de Finn Gapel, enfin le premier plan, en fait, c'est celui de... je ne sais plus, de Finn, et avec toujours ce travail, en fait, comme on le voit en partie basse, de comment on crée une... parce que, et ça, on peut dire qu'on était
4 praticiens du logement et on s'est acharné à trouver comment on arrive à un rapport extérieur, en fait, riche de sens, dans la possibilité que selon le climat, on tire le volet, mais on a l'air qui passe, ou on a une sorte de possibilité de déplier complètement pour avoir possibilité d'aller à l'extérieur. Donc ça a l'air de rien, mais c'est un travail extrêmement sophistiqué de la façade, mais qui au final permettra d'avoir une régulation et des atmosphères. Ça, c'est celui de Finn Gapel. Voilà, donc des différenciations. Et le paysage qui vient relier l'ensemble. Alors, Louis Bénèche, pour arriver à toujours créer cette cohérence de la pièce urbaine, a rabattu les façades de mon bâtiment qui étaient au centre et a fait une sorte de quadrillage qui paraît très ordonnancé, mais qui au final, là, c'est une photo que j'ai faite il y a 2-3 mois, donne un peu cette liberté, en fait, qui était... c'est coiffé, décoiffé, quoi. C'est très, très structuré, et en même temps, la nature a repris ses droits. Donc, il a habilement joué... En fait, ça, c'était au moment de la livraison, et puis maintenant, c'est ce que c'est devenu, quoi. Et cette transparence en profondeur qu'on a réussi à créer dans cette idée que le logement, c'est pas quelque chose, forcément, d'arrêter quant à ses possibilités de projection en termes de résolution urbaine. Les dunes. Alors, les dunes, c'est un projet que j'ai fait j'ai livré en 2017 pour la Société Générale et qui était un projet assez aussi intéressant quant à sa demande. En fait, c'était un projet à Val-de-Fontenay. Alors, là aussi, il y a de l'interdisciplinarité parce que cette demande, elle m'a été faite dans le cadre d'un concours international. Bon, moi, c'était mon première fois que je répondais à un projet de 100 000 m². Enfin, vraiment, j'étais face à Saarbrück-Hutton, avec Architectonica, il y avait Valode-Épistre. Donc là-dedans, moi, j'avais pas beaucoup de chance de gagner. Hein. Mais il y a ce chose, c'est que je leur ai posé une équation, une péréquation, c'est que je dis, en fait, vous voulez profiter de ce bâtiment pour faire un rapport, en fait, à la question du numérique. Et au lieu de faire une sorte de forteresse, les 3 autres projets ont fait une sorte de grand campus fermé avec une sorte de... Moi, j'ai considéré que dans une ville qui n'avait pas d'accroche urbaine, il fallait penser... J'ai pensé à un bâtiment paysage, c'est-à-dire ouvert sur le paysage, et que peut-être que la question, en fait, de cette densité, c'était l'occasion de créer, en fait, en rapprochant les densités, faire des sillons dans lesquels la question... justement de la densité, du resserrement et de la dilatation, permettait d'intégrer toutes les échelles, permettait d'intégrer des patios, des jardins, et questionner la question de la grande échelle dans sa capacité à créer en fait des promiscuités intéressantes. Alors, la problématique, c'était aussi de considérer que, en fait, un projet, c'est un contexte. Il se trouve que la Société Générale s'était installée à Val-de-Fontenay, qui est à l'autre côté, à l'ouest, à l'est de Paris, et reliée par le RER. Et plutôt considérer que c'était une nuisance, moi j'ai mis en scène en fait la question du RER, vous voyez, qui est mis en scène et qui s'est ouvert en fait sur le RER, parce que je pense que tout projet qui est situé, bon, les jardins sont nord-sud, les bâtiments sont est-ouest, et ce qui fait que quand je viens installer des panneaux extérieurs, ils créent en fait comment dire, de facto, une sorte de maîtrise en fait de la lumière d'une façon générique. Et ces bâtiments, ils n'ont ni début ni fin, mais là, ils sont arrêtés par le RER. Parce qu'il y a le RER, j'en tire en fait une sorte de synergie entre l'un et l'autre. L'un des accès, en fait, moi, ce qui m'a semblé aussi être le corollaire en fait de la dématérialisation. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que Françoise Mercadal, d'une façon très intéressante, qui était celle qui m'a commandité ce projet, en fait, qui a déclaré en fait que ça serait moi la lauréate, elle a été très impressionnée par le fait que je lui disais que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de considérer que c'était une ville de 6000 personnes et que la question du déplacement, de la visibilité du déplacement, était indissociable de l'abstraction du numérique. C'est-à-dire que j'ai mis en scène la question de la déambulation, c'est-à-dire qu'il y a une rue haute et une rue basse qui se superposent, et ce qui fait que, contrairement à la Défense où les gens se déplacent verticalement dans un ascenseur sans se rencontrer, quand on va en fait d'un bâtiment à l'autre, on passe forcément par cette rue. Donc on fait cité, on se voit, donc il y a la mise en scène du déplacement. Et ça, on a travaillé ça avec, elle a eu l'intelligence, donc toujours l'interdisciplinarité, être avec Michel Serres.
Michel Serres, qui, à l'époque, venait d'écrire La Petite Poussette. C'était donc en 2014. Et La Petite Poussette, c'est comment il dit que la culture va être dorénavant accessible d'une façon différente à travers le numérique. Et que, en fait, ce rapport à la connaissance, il est forcément indissociable de cette dématérialisation de la connaissance. Et moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est à la fois de jouer sur quelque chose d'assez cartésien et en même temps irrationnel, c'est-à-dire comment on crée, dans un système très réglé, des anomalies qui fait que, au lieu de faire un bâtiment numérique à type Google ou Apple, qui est des produits qui nous sont venus et imposer notre culture, c'est la façon de dire le matin, on rentre dans une rue, il y a un café à droite, je peux aller dans le jardin, je peux m'arrêter et je peux aller au bureau. C'est-à-dire retrouver dans cette densité la possibilité que l'identification d'un lieu, donc ça c'est la rue basse, puisse se passer avec des scénarisations qui ne sont pas liées à une signalétique, mais plutôt à des activités. Donc, quand j'ai travaillé avec Rudy Bord sur le sujet, en fait, j'ai eu la chance, en plus, de faire une dream team extraordinaire. Donc, Rudy Bord, qui, je ne sais pas si vous le savez, c'était un graphiste qui travaille beaucoup sur les textes. Et donc, il a retranscrit, au lieu de dire la Société Générale, c'est 100 000 personnes à travers le monde, il travaille dans 300 pays, il a écrit, en fait, des sentences de tous les pays, en fait, de la Société Générale. Et quand on est dans le parking, il y a une sorte de dialogue avec le street art. Quand on monte, en fait, il y a d'autres dialectes, puis ça change avec les étages. Et à chaque fois, il y a un texte qui vient accompagner des endroits, des scénarios très différents. Il y avait Christophe Pillet, qui est un grand designer. On a essayé de trouver un peu la question de comment on fait, en fait, sens. Bon, j'ai pas voulu en mettre trop d'images, mais il a mis, en fait, ces parois qui créent une ambiguïté entre les espaces intérieurs et extérieurs qui est extrêmement riche. Et toujours cette grande échelle et la petite échelle qui vient se côtoyer. La question de la matérialité aussi. Donc, en fait, personnellement, je n'utilise pas systématiquement du bois, mais là, j'ai trouvé que ça faisait du sens parce que la Société Générale avait un ancrage historique dans le cœur de Paris, c'était la pierre. Après, la Défense avec le métal et le verre. Et là, à Val-de-Fontenay, c'est vrai que comment on arrive à faire en sorte que les gens aient envie de venir à la Val-de-Fontenay, si ce n'est à considérer que la question du rapport entre l'extérieur et un jardin pouvait avoir peut-être une synergie nécessaire avec la matérialité. Donc je suis allée chercher un matériau au Japon qui est 100% à partir de bois recyclé et 100% recyclable sans aucune adjonction de pétrole. Donc c'est là où il y a ce lien entre des dispositifs simples et une sophistication de la mise en œuvre et de la construction. Là, c'est le pavillon d'entrée. Là, c'est incroyable. Là, c'était le point en fait le plus difficile que j'ai eu à obtenir dans le projet, parce que les différents protagonistes voulaient l'inclure en fait dans un des bâtiments. Or, en fait, la question de la visibilité dès l'entrée, on sait où on est, on voit le RER au fond. On va dans la rue basse si nécessaire, on va dans la rue extérieure. Je crois qu'aujourd'hui, on meurt en fait de cet anonymat et de le fait d'être comme ça, d'une sorte d'abstraction d'espace. Et à chaque fois, on a la possibilité de passer d'un étage à l'autre. Donc il y a cette idée de travailler en fait sur cette strate riche de 14 000 m² d'espace partagé qui sont le corollaire de 76 000 m² d'espace de space planning traditionnel dans les parties hautes, avec la possibilité d'avoir des amphis, enfin tout ce qu'on voit dans ces grands lieux, qu'on a vu toujours avec, on va dire, des dimensionnements qui sont absolument pas ceux des grands, grandes banques internationales. Et il y a cette dimension très humaine et très mise en synergie. Par exemple, cet amphi, il est mis en synergie avec un grand espace qui peut être transformé et avoir plusieurs visios en parallèle. Donc la question du numérique a été bref, ils ont développé pas mal de choses là-dessus. Et la question du rapport intérieur-extérieur, avec le numérique, c'est quelque chose de complètement indissociable. Et on le sait aujourd'hui, en fait, la question des façades, c'est quelque chose de très complexe, mais qu'il faut rendre simple, comme je le disais. Et la question on ne le voit pas, mais c'est cette mise au point en fait, de cette double façade qui permet d'avoir entre la façade intérieure, le clos couvert,
qui en aluminium, avec un retrait successif, permet de faire entrer la lumière plus dans les vallons. Et la matité en fait, du bois évite l'éblouissement d'un bâtiment vers l'autre et crée en fait cet effet de brise-soleil qui permet de maîtriser la lumière. Donc là, on est réellement dans une sorte de synthèse entre qu'est-ce que la mobilité, qu'est-ce que la question de la grande échelle et comment on arrive à créer une sorte d'attractivité à travers l'architecture pour trouver une vraie synergie entre ces espaces et des modes de travail qui évoluent d'une manière nécessaire et intéressante. Donc il y a dans la question actuelle qui nous est posée toujours la question environnementale qui a trait à la question de l'environnement, du social. Et comme je dirais, moi je trouve que Guattari a aussi mis une troisième écologie qui est celle du mental et que moi j'ai mis en scène à travers 2 projets que je vais vous présenter sur la question du mouvement. C'est-à-dire, ça c'est une commande qui m'a été faite par Groupama à la Défense, c'était de réfléchir sur les espaces extérieurs sont complètement aujourd'hui ne fonctionnent plus à la Défense. Enfin moi quand je vais à la Défense, ça fait des années que j'y vais, j'ai toujours la boule au ventre parce que je me dis je vais me perdre. Donc la question de la contre-performance mentale est réelle. Enfin, je veux dire, il y a une déshérence de ces espaces qui ont été pensés dans les années 70 et que, quand même, c'est paradoxal, c'est que c'est la 5e place financière dans le monde. Et comment on va faire qu'elle ne chute pas, en fait, dans cette performance? Parce qu'à la limite, c'est quand même important que la France soit bien positionnée en termes de place d'affaires. Donc, il y a quand même, à mon sens, dans la question environnementale, il y a aussi la question de la qualité mentale, en fait, lié au déplacement. C'est comment on arrive à relier en fait les bâtiments entre eux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé, alors que le problème en fait de la Défense, c'est que vous avez plein de dalles à différentes hauteurs. Donc j'ai créé une sorte de grande ligne horizontale qui vient absorber en fait ces différences topographiques qui contribuent à créer un désordre mental. Et en fait, je viens d'installer une sorte de grille en fait qui est une sorte de repère, une sorte de fil d'Ariane en fait qui permet toujours dans le cadre d'Ecumanus, c'est un peu une obsession chez moi, d'apaiser en fait cette problématique de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, et qui fait qu'on va pouvoir, à mon sens, régler à la fois le problème en fait du déplacement, c'est-à-dire que même des gens avec mobilité réduite vont pouvoir se déplacer à l'horizontale, ou simplement parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai 2 niveaux en fait de déplacement. La partie basse, c'est pour les vélos, les gyroroues, ou tous les déplacements un peu rapides, et la partie haute, ça serait les piétons, les flâneurs, le jardin, etc. Et l'idée, c'est que on mette en scène en fait la question du numérique, un peu comme on l'a fait aux dunes, c'est-à-dire chaque espace est identifié libre ou pas libre pour avoir un foisonnement et pas trop construire d'espace pour pouvoir avoir une économie. Mais là, l'occurrence, ça serait de revitaliser les anciennes tours grâce à cette mise en réseau, en fait, grâce à cette grille cognitive en fait de liaison avec un niveau identique. Et ce qui permet que les nouvelles tours viendront revitaliser les anciennes tours. C'est un peu le travail, je ne sais pas si vous connaissez Fabrice Hibert, qui travaille sur les rhizomes c'est vraiment un grand artiste que je vous incite à regarder, qui est très intéressant, et il travaille sur le travail justement sur la qualité des sols. Et là, pour moi, c'était un peu un système racinaire qui venait nourrir la proximité des tours entre elles. Donc, il y en a une qui pouvait être percutée par, je ne sais pas quoi, un équipement. Et puis, quelquefois, en périphérie de la Défense, vous avez des déclivités d'incroyables de 10 mètres, 15 mètres. Donc, après, c'est comment on trouve des systèmes pour le rattraper. Un autre projet sur lequel j'ai été amenée à réfléchir sur la question du déplacement, c'est un concours international que j'ai gagné cette année, qui est une gare à Vilnius. Donc Vilnius, en Lituanie, pas loin de la Russie. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'était la dimension politique en fait de ce projet. C'est-à-dire que la Lituanie cherche à sortir du joug en fait soviétique, essaie de s'ouvrir à l'Occident. Et notamment, il y a le Rail Baltica qui part de Tallinn jusqu'à Berlin, qui va relier l'un et l'autre en moins de 3 heures. Et Vilnius veut créer en fait des voies complémentaires pour
rattraper ce grand rail qui lui permettra de retrouver un peu une sorte d'autonomie, on va dire, économique par rapport à la pression soviétique. Donc là, il y avait à la fois la gare, la restructuration de la gare, et tout un quartier à restructurer. Donc ça, on va le faire avec 5 autres architectes, les dimensions collégiales. Et en fait, l'enjeu, une fois qu'on a résolu toutes les problématiques de flux, arrivée, départ des voyageurs, etc., c'était aussi de relier en fait l'ancienne ville à la nouvelle ville. Donc là encore, l'univers mental, en fait, la 3e écologie dont parle Guattari. Comment on arrive à... Parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir que 8 mois sur 12, il neige, il fait froid, et il traverse en fait ces rails, en fait, sont comme une rupture véritable entre la ville ancienne et la ville nouvelle, et il passe sur une passerelle dans le froid comme ça. Donc il y a une sorte de violence en fait de coupure. C'est pour ça que je me suis dit tiens, on va faire un taux protecteur et sur lequel on va faire glisser en fait vélos et tous les machins qui ont besoin de passer, piétons. Et comment on arrive à faire d'une problématique environnementale qui est l'énergie à un élément comme un repère dans la ville, c'est-à-dire la possibilité que ça devienne la nuit. Parce qu'il y a fait 2 différences, pour ça que ça devienne en fait des panneaux photovoltaïques qui vont assurer l'autonomie énergétique de la gare, et ils sont verticaux, tout simplement parce que comme il y a 8 mois sur 12 de la neige, comme ça, en fait, ça n'accroche pas. Donc, quelquefois, l'architecture, c'est juste un peu de bon sens. Et il y a cette idée de mettre en tension la vieille gare, en fait, donc soviétique, que je garde et qui me permet de dire, voilà, en fait, l'histoire de ce pays, c'est aussi ça, mais ça va être aussi autre chose. Et donc, c'est cette juxtaposition qui est mise en scène. Bon, donc, avec l'arrivée, les voitures sont intégrées pour libérer la place. Enfin, tout un travail urbain qui permet de libérer, l'idée que ça puisse faire un univers mental apaisé. Autre projet, alors toujours je dis, c'est toujours avec cette idée sous-jacente, comment on propose, en fait, à travers toutes les problématiques actuelles, vous savez que on dit qu'il manque de mètres carrés, en fait, à l'heure actuelle, et qu'il faut absolument construire plus, alors que c'est complètement faux. Il n'y a pas l'idée qu'on ne doit plus construire, mais on doit se poser la question de comment, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on reconstruit et comment. Donc là, c'est un projet... que j'ai appelé B612 en hommage à Saint-Exupéry, parce qu'en fait, il y a cette idée de camouflage en fait, de l'ancien bâtiment, mais tout en le conservant. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous voyez, c'est l'ancien site Renault à Boulogne, donc magnifique architecture des années 90, en verre réfléchissant. Donc je dépose quand même, j'ai pas de nostalgie par rapport au verre réfléchissant, je les dépose. Je garde la structure en béton, parce que là, c'est réellement... quand on détruit un bâtiment, c'est à peu près 15 années de fonctionnement de chauffage, en fait. Il faut savoir, empreinte carbone. Enfin, ça, c'est bon. C'est un ingénieur que j'aime bien, qui me donne un peu ces notions, et ça donne comme ça en perspective que ça vaut le coup de garder la structure. Et par contre, du coup, comme Saint-Exupéry, je viens l'habiller en fait, d'une structure en fait, que j'appelle des dispositifs passifs de régulation, et qui permettra... En fait, comme on le voit ici, à la fois, en fait, ça, c'est les éléments en bleu, c'est les éléments que je rajoute, et en rouge, c'est le bâtiment que j'ai conservé dans sa morphologie et sa structure. C'est-à-dire, je garde le maximum, à part les façades, mais par contre, urbanement, face à la Seine, je me permets de créer une sorte d'alignement que je trouve utile, et puis ça génère, en fait, une économie de projet. Il n'y a rien de trivial à considérer qu'en étant astucieux, on peut contribuer à avoir une économie de projet, ce qui me permet d'avoir la possibilité de faire, en fait, ce que, en fait, dans une économie de projet traditionnelle de bureau, on n'a pas forcément, une sophistication extérieure et des terrasses en plus, parce qu'on a créé des mètres carrés en plus. Et ça, c'est une façon de créer, en fait, à la fois une interface entre intérieur et extérieur qui permet de réguler les apports thermiques. Et en fait, l'autre point en fait, qui me paraît aussi très intéressant, c'est comment on gère, en fait, parce qu'à la place de cet espace-là, qui était très compliqué, avec des terrasses, des creux, des éléments, on a tout, là pour le coup, on a tout cassé pour essayer de retrouver en fait, un sol fertile qui petit à petit va être dépollué par forcément cette implémentation.
Là, c'est la partie neuve. Donc, on reste bas parce on se cale sur les bâtiments existants, mais ça permet d'avoir des bâtiments un peu atypiques. Et dans la partie ancienne, on crée des transparences pour pouvoir compenser le fait que ça, c'est quand même un bâtiment qui a 2,40 m sous dalle, alors que les abacs habituels de bureaux, c'est plutôt 2,80 m sous plafond. Mais je pense que à partir du moment où la question de la lumière et de la lisibilité de l'espace, je pense qu'on peut sortir de cette problématique figée du rapport à la hauteur, même si c'est vrai que la question de la hauteur, moi je la défends toujours, mais si ça permet de compenser par, de redonner vie à un bâtiment, pourquoi pas. Donc ça, c'est les parties sommitales. Et puis un truc que j'aime bien faire, là on a perdu des mètres carrés, mais comme on avait gagné par ailleurs, c'est toujours considérer que le rez-de-chaussée doit être très flexible dans la durée en termes d'usage, et donc la qualité, c'est la hauteur qui permet de compenser. C'est peut-être ces hauteurs dans les parties supérieures qui sont plus basses. Donc l'utilisation des terrasses après. Alors les Black Swan, je vais quand même en parler un petit peu, parce que quand même, sinon, là c'est vraiment le pendant. J'ai retravaillé dans le projet précédent sur de l'existant, et là, comment on réfléchit sur les prochaines vies en fait de ce bâtiment. Donc à Strasbourg, c'était un concours en 2014 c'était un concours international je crois que c'était MVRDV, Zargoukuton encore là, et il me semble Jacques Ferrier et Buguer, voilà. Et en fait, la problématique, c'était un projet mixte, bureau, logement, hôtel, résidence-service, etc. Moi, réellement, j'étais en train de faire la pose du Louvre et je travaillais déjà à fond j'étais complètement admiratif. Je vous conseille de regarder le travail de Julien Gadet, qui était un rationaliste qui a fait un seul bâtiment au manifeste, c'est la pose du Louvre. Et il avait travaillé justement sur la possibilité, avec des grandes fermes, sur la possibilité de donner plusieurs vies à un bâtiment. Et moi, je me suis dit, pourquoi lui, il a fait ça en 1894 et nous, en 2014, c'était le moment du concours, pourquoi on a besoin d'être tout le temps figé dans une programmation moi, j'ai pris le risque et je pensais vraiment pas gagner. On devait être 3 lauréats, c'est-à-dire on devait être un lauréat par bâtiment. Et j'ai proposé un projet un peu bizarre, c'était de dire, ce qui est le plus important, c'est l'ancrage territorial, c'est la possibilité d'installer dans le temps long, en fait, une réflexion sur une programmation qui avait certainement une validité en 2014. Maintenant, au moment de la réalisation, il avait changé de 50%. Donc, j'ai eu raison de dire qu'il ne fallait pas figer trop vite la réflexion. Donc, plutôt que d'avoir, on va dire, plus de richesse dans des bureaux, un peu moins dans les logements, etc., j'ai considéré que le coefficient de forme me permettait d'avoir 3 bâtiments avec une texture qui pouvait dialoguer avec un site. Donc ça s'appelle... Donc qui reliait la presqu'île Malraux avec le quai que vous connaissez. Après, le quartier, vous connaissez aussi, c'est qu'il y a le tramway. Donc ça, c'est quand même par rapport à la question de la mobilité dont on parlait tout à l'heure, c'était un projet super bien né parce qu'il était bien desservi par le tramway et par les vélos. Et pour la question de l'ouvrage, moi, ce qui m'a semblé que c'était ma responsabilité, c'est que faire la démonstration qu'il n'y avait pas de différence entre être dans un espace de travail, être dans un espace de logement, de résidence étudiante, dans un hôtel ou dans des logements en accession. Donc l'idée, c'était d'avoir des coursifs qui viennent ceindre le bâtiment d'une manière homogène et que la variation, elle était liée à la proximité des bâtiments et à leur densité. Enfin, personnellement, moi, je me dis beaucoup pour une certaine densité, parce que ça crée des tensions, des dilatations qui, d'un point de vue... Mais j'ai jamais fait de coupe transversale, parce que je pense que j'aurais jamais pu on m'aurait jamais laissé faire, parce que ces bâtiments, c'est vrai que je pense que vous êtes allés, les bâtiments sont très proches les uns des autres, mais il y a l'espace est tellement grand tout autour que ça ne pose pas de problème. Donc, le fait d'avoir fait ces coursifs, ça permet de changer d'usage sans que on va dire, l'esthétique de l'espace public ne soit abîmée par ces transformations. Et le rez-de-chaussée, dans la mesure où il a 2 hauteurs, est capable de s'adapter à toutes les adaptations. Alors, là-dedans aussi, il y a cette volonté de dire on pourrait proposer une alternative aux maisons individuelles en proposant des bâtiments, des logements ou
comment dire, qui ont la possibilité d'avoir une proximité de service. Et certes, il y a une densité, mais chaque logement a des espaces extérieurs. L'économie du projet, elle a été faite parce que c'est vrai que quelque part, il y en a qui disent « Ouais, tu as fait une double façade, et comment tu as fait avec des logements ?» alors que les logements d'en face, ils sont en enduit, enfin, de la ZAC de Villers. Réellement, on était au même prix construction. La seule chose, c'est que la duplication en fait, industrielle m'a permis, bon là c'était quand même 8 mois de mise au point avec un industriel, on a pensé chaque boulon par rapport à la problématique. À Strasbourg, vous savez, il fait très chaud en été et très froid en hiver. Donc, comment on fait pour réguler en fait ces éléments-là? Donc, un élément mobile, puis ça évite que les cigognes fassent un nid sur les marquises fixes. N'empêche que c'était... ce qui est marrant, c'est que réellement, j'ai réussi à les faire mobiles grâce à cet argument-là. Enfin, en partie. Et donc, la question en fait, de la mise au point industrielle a été une façon de proposer un bâtiment qui offre à chacun une certaine possibilité d'avoir des espaces extérieurs qui sont certes, c'est pas l'équivalent d'une maison individuelle, mais qui permet d'avoir des espaces extérieurs. Parce que c'est vrai que moi je trouve que dans la problématique environnementale et comment dire, ce qui est très grave, ce qui est en train de se faire, c'est que les gens qui ont, enfin, depuis déjà quand même des années, c'est les gens qui ont moins de moyens sont renvoyés en périphérie pour des questions de coûts, et donc sont vraiment dépendants des transports. Alors que si on arrivait à redensifier ou éviter que nos villes continuent à s'étendre, en proposant des alternatives, moi je pense que c'est un peu l'une de vos missions, c'est faire comprendre que la question de la densité peut générer en fait une certaine attractivité et qu'il n'y a pas de fatalité aux villes denses et balséantes, quoi. Donc là, il y avait la question du rapport au contexte, donc avec le bâtiment de Georges à proximité. Ce qu'on se disait en arrivant, c'est qu'on a conçu les bâtiments sans même se concerter. Alors que souvent, il y a une tentative dans les ensembles d'essayer de trouver des affinités. Et là, on a eu un peu la même analyse par rapport à un contexte industriel dont il fallait garder justement cette empreinte d'une architecture qui ne vient pas violenter un site. C'est-à-dire que pendant des décennies, c'était un site industriel. Donc on ne vient pas tout d'un coup rajouter une autre esthétique. Et moi, à mon sens, je fais basculer en fait, ce projet dans une dimension artistique quand je transforme en fait les signes blancs en signes noirs sortis du film d'Aronofsky, ce qui permet de tisser un peu une sorte de narration en fait, qui ne s'est pas uniquement liée à l'architecture. Tout d'un coup, il y a en fait quelque chose qui se tisse, qui fait qu'il y a un attachement en fait des habitants autour à un lieu. Alors, moi, j'ai sorti donc, comme je vous disais, le 10 mai. De ce mois-ci, le 10 mai, la réversibilité des bâtiments pour une ville décarbonée. Bon, ça, c'est le titre que m'a demandé de faire le moniteur. Moi, je pensais rêver civilité, quoi. C'est-à-dire, c'est la partie centrale. Et j'aurais pas fait ce livre si j'avais pas fait les Black Swans, réellement, parce que les Black Swans, ça a été une façon d'asseoir une théorie enfin, en tout cas, des obsessions que j'ai depuis quelques années sur la question du temps long. Comment on installe en fait la nécessité de construire, non pas pour un coup, mais comment on arrive à faire qu'on anticipe en fait les évolutions d'usage et qui fait qu'on est moins dans cette comment dire oui, ces bâtiments Kleenex ou du jetable en fait qui a prévalu depuis les 30 Glorieuses où on pouvait construire et déconstruire et en fait c'était pas grave. Donc là on est dans une situation où pour des questions d'empreinte carbone, du fait que peut-être qu'il y aura des pénuries de matériaux qui s'annoncent. Je ne veux pas brosser un tableau noir, mais quand même cette idée de la responsabilité fait que, à mon sens, et de toute façon, je trouve que concevoir avec plusieurs usages, ça peut rendre intelligent au sens où c'est un peu particulier à la France d'avoir des bureaux qui ont des têtes de bureaux et des logements qui ont des têtes de logements, alors qu'on peut penser l'architecture, enfin Haussmann l'a fait, ou dans d'autres pays, il y a cette idée de plus d'imbrication
des usages, et que là, il serait temps, je trouve, de retrouver. Donc, la réversibilité, c'est réellement, en fait, considéré... Là, j'étais encore un peu timide, c'était de 90. Moi, il me semble que de toute façon, un bâtiment, 3 mètres de dalle à plafond, c'est le minimum, quel que soit logement et bureau, et que ça ne coûte pas plus cher, in fine. C'est parce que, en fait, l'agilité en fait, qu'on peut avoir, et donc on crée en fait une création de valeur qui va s'installer, non pas... Parce qu'en général, les promoteurs, ils calculent le coût de la construction sur en fait, la durée de vie d'un bâtiment. Donc, si vous avez une durée de vie de 10 à 15 ans, vous comprenez que la rentabilité, elle est forcément très courte. Tandis que si vous augmentez cette durée de vie, vous augmentez la capacité du coût de construction initial. Donc, c'est là où il y a en fait un vrai enjeu. Donc, l'idée d'avoir de la hauteur, une trame unique, parce que ça permet d'avoir une rationalité dans la construction, donc une vraie économie. La question du noyau, qui peut avoir des mesures conservatoires pour passer de l'un à l'autre. La question du plan libre, évidemment, les façades porteuses, etc. Et puis l'enveloppe commune. Ça, c'est une résolution, mais il pourrait y avoir 10 000 autres. Pour moi, la question, en fait, pour permettre que la réversibilité puisse se faire, non pas d'une manière exceptionnelle, comme au Black Swan, comme le projet que Patrick Rubin est en train de faire à Bordeaux, là, où il va sortir un permis à double état. Mais c'est beaucoup de négociations, c'est pas encore du coup généralisable. Il y a 3 éléments en fait qu'il faut faire évoluer. C'est la dimension juridique. Comment en fait au niveau assurantiel on peut passer d'une activité à l'autre. La question de la fiscalité, c'est-à-dire comment d'un permis, il y a une fiscalité qui est différente entre bureau et logement. Donc quand on fait la transformation, forcément, celui qui a payé une certaine fiscalité, il n'a pas envie de la perdre, ça met en cause la possibilité de transformer. C'est souvent pour ça qu'il y a des immeubles vides, parce qu'il y a un problème de fiscalité. Et la troisième partie, le troisième levier hyper important, c'est la question des réglementations incendie. Et on devrait pouvoir faire des bâtiments entre 28 et 50 mètres avec différents programmes, ce qui permettrait, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un gros problème en fait sur la visibilité de tous ceux qui produisent des espaces de travail, et que en fait cette agilité de la location ou de l'usage permettrait d'éviter en fait l'énorme crise qui se profile aujourd'hui là dans les mois qui viennent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un projet, c'est un livre dans lequel je développe 3 parties. Donc, il y a la première partie qui est vraiment très réglementaire. Deuxième partie, je propose des modèles d'application. Et la troisième partie, où je propose des solutions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de constats qui est fait et je ne trouve pas assez de propositions. Donc, moi, je prends le risque de faire quelques propositions. Et notamment à l'échelle de l'ouvrage, c'est notamment la question de la hauteur, la question des réglementations. À l'échelle du quartier, c'est considéré qu'on peut, au stade du permis, si on fait la démonstration qu'on peut avoir différents usages, ça va forcément faire évoluer la façon de construire. Et à l'échelle du territoire, comment on arrive à simplifier en fait la responsabilité des maires par rapport aux intercommunalités? Parce qu'en ce moment, il y a un effet extrêmement bloquant entre des maires qui sont terrorisés à l'idée de construire et la nécessité d'avoir une gestion plus d'intercommunalité pour mettre en scène des moyens. Mais ça, c'est un travail que je vous laisse découvrir à travers cet opuscule. Et puis, bon, moi, systématiquement, je travaille en fait sur la question de la réversibilité sur tous mes projets maintenant. D'ailleurs, là, un des derniers que je réalise, c'est un travail pour la Poste. Vous savez, il y a beaucoup de centres de tri, des grands lieux de stockage. Et en fait, ce que j'ai proposé, c'était une matrice, un projet que j'ai appelé Matrice d'ailleurs, qui serait la possibilité d'avoir des lieux de stockage, mais qui deviennent en activité, et considérer que du coup, j'ai travaillé avec des industriels pour essayer de voir c'est quoi ce qui faisait qu'on faisait des grands bâtiments qui étaient à un seul usage, et comment on arrive à faire foisonner différentes complexités. Et la Poste Immo, qui se rend bien compte que la question, comme c'est quand même un grand donneur d'ordre public,
qu'on ne peut pas continuer à faire cette ceinture du lait, considère qu'il va falloir que les architectes soient à nouveau... Alors, la Poste, c'est un groupe certes important, mais ce n'est pas les seuls en fait, constructeurs de cette ceinture du lait. Mais enfin, déjà, c'est bien qu'il y ait une dimension un peu exemplaire et qu'on arrive à réfléchir sur ces entrées de ville où les bâtiments seraient superposés au lieu d'être horizontaux et prendraient beaucoup de place. Alors, un projet qui est, lui, dans la thématique patrimoine et modernité, Nancy Thermal, donc un projet que je termine en ce moment, qui va être inauguré en juin et septembre, dont parlait Georges. C'est un bâtiment qui est assez émouvant dans son histoire, parce que c'est un bâtiment qui a été conçu par Lanternier, un architecte. À l'époque, on pouvait être promoteur et architecte. Il a découvert un forage en 1909, lors de l'exposition universelle. Et il s'avère donc il a découvert une source d'eau chaude, 36 degrés, et il a décidé de construire ces thermes. La seule chose, c'est qu'il y a eu la guerre de 14 et le projet est resté inachevé. Comme on le voit, avec vraiment ce mur pignon là qui est resté, donc la porte centrale, et il devait y avoir de l'autre côté également un dôme en symétrique. Voilà ce qu'il est devenu. Ça, c'est avant que j'intervienne. C'est un bâtiment qui est tombé complètement dans l'oubli, qui a été abîmé par le temps, par la négligence des différentes municipalités, qui a servi donc de parking, piscine municipale qui s'est installée dans les années 70 juste en face de l'entrée. Donc du coup, ils se sont dit, ah bah oui, c'est vrai qu'on s'est mis devant. Donc ils ont créé une porte en fait sur le pignon. Enfin, bon, et puis ils ont mis, les dômes ont été mis d'un bitume cuivré absolument horrible. Donc il y avait André Rossino, qui est un maire en fait, qui était à l'origine médecin, avait une obsession, c'est d'arriver à redonner cette dimension en fait de médecine de ce lieu. Et donc cette façon de pouvoir soigner à travers l'eau. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé tout ce qui... Donc il y a eu un gros travail de réparation. Donc on a enlevé tout ce qui avait été les scories qui ont été mis au fil du temps, et on a gardé que ce qui était, on va dire, patrimonial, parce qu'il y a eu, au fil du temps, et c'est vraiment un bâtiment qui a été très, très abîmé. Et on a complété, en fait, le bâtiment existant qu'on a conservé par un programme, en fait, assez ambitieux, qui a permis de faire de ce lieu un nouveau centre. Alors ça, c'est en fait, là maintenant, le chantier est quasiment terminé. Mais en fait, je vous montre en fait une photo de concours parce que en fait, c'est pas encore planté. Mais l'idée, c'est qu'à terme, on va dire, ça sera l'occasion d'avoir un espace planté. Vous aviez vu, il y a le parking en fait. Ben, je crois qu'il y a un plan masse après. Voilà. Le parking là qu'on trouvait devant l'entrée, un peu partout d'ailleurs sur le site, a été installé sous le bâtiment, sous l'extension. J'ai complètement libéré en fait le terre-plein en fait qui devait être un immense parking dans le cadre du concours. Moi j'ai pris le risque de dire non, on ne construit pas ailleurs que sous le bâtiment. Forcément ça a eu une incidence sur le budget, mais en fait je suis arrivée à trouver la bonne péréquation parce que j'ai créé une sorte d'énorme compacité sur le projet. Vous allez voir comment. Et ce qui fait que comme on le voit, en fait, c'était un site complètement saturé. Et là, il y a des grands espaces verts qui viennent entre les bâtiments. À terme, maintenant, ça va être donc le bâtiment du haut, c'est un bassin olympique. Donc, la piscine municipale de la partie nord a été mise à la partie sud, donc la partie ensoleillée. Et on a un centre médical et un centre de bien-être. Voilà, donc toute cette comment dire, le travail a été de considérer que on gardait en fait un bâtiment, mais je continuais le coefficient de forme, c'est-à-dire que je ne prolongeais que les bâtiments existants, et l'enjeu était d'arriver à faire prolonger, qui est vraiment une interface fusionnelle entre le parc Sainte-Marie, qui est un parc en fait de
en ensemble, fait 70 000 70 000 mètres carrés. Le site fait 30 000 mètres carrés. Donc, on aura à peu près 100 000 mètres carrés où on a le sentiment que le parc fait partie du projet. Et en fait, alors, toute la problématique, oui, alors donc, la problématique, c'est comment juxtaposer deux architectures. Donc, en fait, son architecture de Lanternier, qui était plutôt une architecture blanche et en béton-pierre, moi, je viens, et donc avec un rythme vertical, je viens juxtaposer une architecture horizontale et noire. À partir de la porte centrale, je viens créer une sorte de symétrie qui est le parfait négatif de l'architecture originale, ce qui m'a semblé la meilleure façon de rendre hommage à cette architecture classique, dans la mesure où il n'y a pas d'ambiguïté sur les limites de cette architecture et de sa présence, tout en venant dialoguer sur la question de consonance et dissonance entre une matérialité plus mate, matérialité plus brillante, un rythme vertical et une dimension horizontale. Donc là, on le voit, c'était bon, l'élévation du concours. Le plan, en fait, c'est réellement, vous voyez, en fait, je ne viens pas perturber l'ordonnancement original. La seule chose, c'est que d'un point de vue spatial, j'ai complètement inversé le rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que c'était un bâtiment qui était complètement intériorisé, aucune ouverture sur l'extérieur, et tout le travail a été de créer des transparences dans le nord, sud, est, ouest. Vous allez voir comment. Donc, cette architecture néoclassique, elle a un registre, je dirais, en fait, qui était jusqu'au 19e, l'architecture était souvent liée à une sorte de vocabulaire qui faisait que la fonction s'adaptait à la forme. Donc il y avait une sorte de cohérence stylistique qui prévalait sur la fonction. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était de proposer une architecture qui était le résultat de la multiplicité des fonctions qu'on va abriter et qu'on retrouve d'une manière différente un résultat où, en fait, où la question de l'équilibre et de la stabilité dans la durée puisse s'installer. Voilà, donc on a ces deux juxtapositions. Consonance et dissonance, la question de la profondeur, en fait, je le crée par des volets qui viennent onduler, qui créent une sorte d'épaisseur dans la façade. La question de mes stores légèrement mordorés viennent rentrer en consonance avec la pierre assez douce dans sa couleur. Et la question de la dissonance, c'est la question de la teinte qui est complètement négative, comme je disais. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en premier plan à gauche le lieu, en fait, de la première source où en fait, Lanternier a en fait, découvert en fait, cette source d'eau chaude et qui, après, à partir de là, il a fait cette galerie nord. C'est un espace complètement extérieur qui a été fermé alors qu'en 1932, la source d'eau chaude s'est tarie. Donc les thermes, en fait, ont été quasiment fermés. Et le bâtiment a été utilisé à d'autres usages. Toujours la question des usages dans le temps, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup. Et c'est là où Jean Prouvé a fermé cette galerie, puisque du coup, c'est devenu une salle des fêtes pour la ville. Et là, on a fait un travail de restauration sur le béton-pierre. Le béton-pierre, en fait, c'est une période très courte de l'architecture où on ne passait pas encore au béton, mais on n'avait plus les moyens de la pierre, mais on voulait passer au béton pour des questions d'économie. Et ça, on l'a restauré avec la lettre de Pierre-Antoine Gatier, qui est un CMH remarquable. Et les menuiseries de Prouvé, on les a déposées parce qu'elles étaient complètement bouffées, en très mauvais état, et on les a mis à l'intérieur pour pouvoir garder en fait un travail absolument magnifique sur une rythmie absolument à l'échelle du bâtiment, très élégante. Et on l'a réutilisé différemment. Mais ça veut dire qu'on peut très bien, à mon sens, réinterpréter quelque chose qui existe pour l'adapter à de nouveaux usages, tout en préservant, on va dire, l'esprit initial du bâtiment. Alors, je montre cette coupe parce que c'est là où, en fait, la question de la transparence, tout va se jouer à cet endroit-là, notamment en utilisant, il y a deux niveaux sur le site, il y a ce niveau-là et ce niveau-là.
Et là, en fait, j'ai libéré en fait le niveau haut qui était encombré par les vestiaires, etc., pour les mettre dans l'espace bas, pour arriver à créer une sorte... On peut très bien circuler en pied sec dans la partie haute, et dès qu'on va en partie basse, on va être en pied mouillé pour aller dans les bassins. Donc là, forcément, j'ai changé en fait le volume du dôme conservé, mais j'en ai gardé en fait toute la matière, tout en créant en fait cette rupture claire par l'agencement intérieur. Donc, on a en fait cet espace en fait qui va distribuer la partie médicale en fait où j'interviens, donc la partie neuve où j'ai revisité comment dire, c'est assez rare d'avoir à redessiner un dôme qui est une figure classique par essence. Et en fait, j'ai pris le prétexte de la symétrie pour pouvoir avoir l'agrément en fait de l'ABF, pour dire à mes constructeurs, on ne peut pas ne pas avoir un dôme, hein, sinon ils ne vont jamais accepter. Et comme ça, de fil en aiguille, alors que c'est d'une générosité en espace qui est absolument extraordinaire. Mais tu me disais, Georges, que tu gardais toujours en fait quelques cartouches pour pouvoir négocier. C'est vrai qu'au début, le dôme, il a été conçu en béton. Mais le béton, c'est très lourd, c'est très long à faire. Donc, je les ai laissés s'embourber. Et puis, à un moment donné, j'aurais dit, bon, moi, je voudrais avoir les murs en béton comme ça. Je veux pas de carrelage. Je les veux magnifiquement faits comme vous savez faire. Je veux ci, je veux ça. Mais j'ai une solution pour le dôme. Et le dôme, je l'ai fait en structure bois. Donc, ils ont pu le préfabriquer, le télégruter. Ça leur a fait gagner des mois de chantier, parce que sinon, ça veut dire des échafaudages. Et puis, pendant ce temps, on ne travaille pas sur le dessous. Et ça m'a permis de payer également le brise-soleil, en fait, parce que j'avais envie d'avoir en fait une réinterprétation de ce qu'est un dôme, c'est-à-dire une lumière en fait qui donne une dimension, on va dire, qui vient d'en haut, un peu, comment dire, un peu de transcendance de l'architecture au sens de l'arrivée de la lumière. Et donc c'est un assemblage qui, vous voyez, qui est très simple en fait. C'est un bois putrécide, il n'y a pas de traitement pour avoir justement une économie de moyens, des assemblages avec du galva verni pour pouvoir résister parce qu'en fait, il faut savoir que les buées d'eau thermale, c'est très corrosif, donc que des matériaux qui résistent à la corrosion pour finalement avoir donc un travail sur le béton qui n'était pas gagné d'avance parce que c'est un lieu médical, donc les prix au mètre carré sont en général très, très faibles. Et ça m'a permis de rentrer en résonance avec le béton-pierre extérieur de Lanternier. C'est-à-dire que ce qui relie la partie ancienne et la partie nouvelle, c'est le béton, qui est une matière qui, du coup, à terme, contrairement au carrelage, en fait, qui est en général le matériau générique des thermes, qui, à mon sens, a le défaut de pouvoir de vieillir, je pense que c'est un matériau qui va s'installer dans la durée. Alors là, maintenant, on va regarder l'ancien dôme qui a été restauré, et qui était complètement fermé, vous voyez. C'est-à-dire que pour des questions de pudeur ou de rapport au corps qui étaient complètement différents, il y avait ces cabines tout autour, il n'y avait aucun rapport avec l'extérieur, et c'était un espace complètement fermé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est, forcément, on est en 2023, je me suis dit, il y a un parc extraordinaire, là, c'est la partie bien-être, donc le bien-être, toujours dans cette... troisième dimension qui est celle du mental. La question du bien-être, c'est la lumière, c'est toujours se repérer où on est. Et donc la question du repérage, donc là on est dans la profondeur vers le parc, dans la dimension est-ouest. Et on a donc du coup, c'est vrai que c'est pas la restauration du dôme initial, il n'a pas été conçu comme ça. Mais est-ce que c'est embêtant de considérer que en fait un bâtiment se poursuit dans le temps et que peut-être la façon de l'utiliser va contribuer à le finir, parce que c'est un bâtiment, je vous rappelle, inachevé dans ses usages, et qui peut-être que la question du cadrage, que moi j'ai voulu horizontal, lui il le voulait vertical, à un moment donné ça se télescope, et pourquoi pas. Et donc du coup on garde cette traçabilité, et on a une sorte de mise en scène du rapport au parc, le parc Sainte-Marie, qui est un parc centenaire qui est absolument magnifique. Voilà, donc les colonnes, alors ça peut paraître bizarre de garder ces colonnes comme un décor, et en même temps, c'est la limite du bassin, parce que là, on est le bassin nordique, on sera face au parc,
Et en même temps, la question de la cohérence, de l'équilibre entre l'un et l'autre, je pense que c'est une sorte de politesse qui fait qu'on est dans un assemblage, et c'est peut-être la confrontation des deux qui font qu'on est dans une... on est dans l'acte d'architecture d'arriver à faire que cet assemblage contribue à retrouver un nouvel équilibre, quoi. Alors, la question, ce que je disais, qu'est-ce qui a défini l'élément générique? C'est cette complexité du programme, parce que derrière, on avait des circulations, ou bien des salles de massage, ou des salles ou des résidences hôtelières. En fait, comment dire, c'est un projet extrêmement varié quant aux contraintes d'usage extérieur. Donc, il m'a semblé important de considérer qu'une trame de 8 mètres par 4 mètres me permettait de gérer en fait l'ensemble du rythme à l'échelle en fait du bâtiment de Lanternier, en créant une profondeur qui me permettait d'avoir toujours ce balcon et d'avoir cette façon de se protéger de la lumière et de faire en sorte que quels que soient les usages derrière, aujourd'hui et demain, on aura toujours cette façade identique. Donc là, c'est la résidence hôtelière, donc avec la possibilité d'avoir l'intimité des logements, les couloirs, voilà. Donc là, cette question d'arriver à installer un ordre classique avec peut-être certainement moins de variété que l'architecture néoclassique de Lanternier, mais qui fait qu'on vient remettre en scène le rapport à l'eau, qui est un rapport à la fois... Bon, là, on était en hiver, hein, je n'ai pas encore de photos extérieures, mais l'eau, en fait, c'est quand même du reflet, c'est un rapport avec la végétation qui est comment on arrive à tendre, en fait, ce rapport un peu, on va dire, sensible des espaces extérieurs avec le bâtiment, quoi. Bon, ça, c'est des espaces fonctionnels. Et ça, c'est l'espace... Là, justement, pour les questions d'économie de moyens, on a juste fait une mise au propre sans trop intervenir. C'est le bassin olympique existant. Je terminerai par un dernier projet qui est aussi dans la modernité et patrimoine, qui est l'Hôtel-Dieu de Paris, et qui pose la question de... comment intervenir sur une pièce en fait qui était majeure dans l'hosmanisme par rapport à la question de l'hygiénisme, c'est-à-dire que c'est une pièce urbaine extrêmement cohérente où on a réglé la question de la maladie par la ventilation naturelle, et tous les bâtiments en fait avaient des évacuations verticales, en fait ventilées par des grands volumes en hauteur. Aujourd'hui, c'est plus du tout adapté à la médecine d'aujourd'hui. Donc, il y a eu un concours que j'ai gagné, qui était la réflexion de se dire comment on restructure une pièce urbaine qui était marquante pour la médecine. Et ça, c'est l'œuvre. Et à chaque fois, il y a un grand patron derrière. Hein. Pour Nancy Thermal, c'était André Rossino. Là, c'est Martin Hirsch. Martin Hirsch, c'est le directeur de la PHP. Il a été ministre de la Santé. C'est quelqu'un qui est très engagé sur la dimension sociale depuis toujours. Et en fait, son rêve, c'était directeur de la PHP. Bon, il a récemment démissionné parce que je pense qu'il a quand même un peu, écopé pendant le Covid. Enfin, il a un rapport aussi complexe avec la présidence. Mais le fait est que son ouvrage, c'était de dire comment on crée un vaisseau amiral à l'Hôtel-Dieu capable d'incarner la modernisation de la médecine. Aujourd'hui, vous avez vu la crise qu'il y a dans le milieu médical. Des gens qui ont quand même, on va dire, qui sont toujours embêtés quand il y a un projet ambitieux, voudraient, on va dire, baisser un peu la voilure, en faire un musée, etc. En fait, bon, il y a toujours des choses un peu complexes sur des lieux emblématiques comme ça, mais pour l'instant, c'est un institut de recherche sur la médecine, dans la partie sud, côté Parvis, et la partie nord, on gardera les urgences. Donc, ce que je fais, c'est que je libère en fait les cours qui étaient vraiment c'était des lieux de stockage pour en faire des espaces couverts. La cour d'honneur est libérée. Vous allez voir un peu plus. Donc ça, c'est l'une des cours en fait qui sera couverte, et ça permet de retrouver des activités sous ces cours.
La partie face à l'ancien palais de justice, ça sera l'idée de refaire une grande entrée institutionnelle dans l'axe est-ouest. Le palais de justice, qu'est-ce qui va devenir? Donc il y a une réflexion, parce que les 3 pièces maîtresses de la cité, c'est Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu, le palais de justice. Aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu est en train d'être restructuré. Le palais de justice, qu'est-ce qui devient? Donc il y a une vraie question globale en fait sur la cité, quant à son devenir et sa portée symbolique qui est en jeu, qui est absolument gigantesque. Et là, voilà, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc l'idée, c'est de faire un parvis qui mène vers un centre, des salles de conférence qui seraient en partie basse et des lieux de recherche en fait sur la question du diagnostic, c'est-à-dire que ça permettrait, à travers ce lieu, de fédérer les différents hôpitaux de la PHP et faire en sorte qu'il y ait une sorte de synergie à partir de numérique, c'est-à-dire que un malade aurait tout son diagnostic médical identifié à l'Hôtel-Dieu via, en fait, et donc c'est inciter à avoir des lieux des sortes de chercheurs et de start-up sur toute cette façon de moderniser la médecine pour éviter d'avoir en fait ce parcours du combattant des malades en fait d'un hôpital à l'autre et de créer plus de foisonnement sur la médecine entre les hôpitaux. Donc là, c'est ce que j'ai proposé vis-à-vis des millions de touristes qu'on a sur le parvis Notre-Dame, c'est rester fermé, réouvrir en fait les 2 entrées traditionnelles qui sont à l'heure actuelle fermées, enlever la grande grille pour donner à voir cette grande perspective qu'on a depuis le parvis vers l'intérieur et avoir donc garder la dimension insulaire de la partie centrale et de créer un vrai jardin. À l'heure actuelle, c'est pas un jardin, c'est un délaissé. Donc, alors, je terminerai aussi par une sorte une petite folie que j'ai eue après l'incendie de Notre-Dame. J'ai vu à la télévision des prêtres officier avec des casques de chantier blancs. Et je me suis dit, waouh, traditionnellement, l'Hôtel-Dieu et la Notre-Dame étaient complètement liés dans leur passé, dans leur histoire. Et que, en fait, moi, ma réponse d'architecte, spontanément, ça a été de dire, il faut créer un lieu contemporain. C'est pas l'idée de faire une église, mais un lieu où on montre en fait les savoir-faire de la reconstitution en fait de Notre-Dame. Et c'est toujours en discussion. Et je trouve qu'il y aurait une portée symbolique énorme à faire parce que le parvis, de toute façon, il est occupé par tous les travaux, etc. Et dire en fait que l'Hôtel-Dieu vienne au secours de Notre-Dame et que vice-versa, les 2 bâtiments soient plus liés l'un par rapport à l'autre et que ce soit vraiment un lieu soit d'exposition, d'écriture contemporaine, dans un lieu où on a choisi, notamment la restructuration de Notre-Dame, à garder en fait une écriture, de reconstituer le patrimoine tel qu'il était. Donc toujours la confrontation patrimoine-modernité interroge en fait sur notre capacité. Pardon. Ah oui, il y a peut-être un film. Est-ce qu'il part? Normalement, il y a un film qui devrait partir, ça part pas. En bas à gauche, l'autre gauche. L'autre gauche, ouais. Là? La flèche, là, ouais, je pense, ça, ouais, ça. Je suis pas en face. Ah oui, je peux voir là. Ouais. Encore une fois. Je pense qu'encore une fois, ça s'est reparti sur pause. Ah oui. Tac. Excellent. Voilà, c'était l'idée de partir sur un petit moment de rêve. Ça dure 3 minutes.
La dissymétrie des soirs, c'était aussi montrer cette dynamique et faire un clin d'œil aux architectures traditionnelles tout en proposant autre chose. Merci. Oui, c'est tout à fait fini. C'est la fin. C'est fini. Traditionnellement, on s'adresse pour demander s'il y a des questions sur ce travail, ce que tu nous as présenté. Est-ce que quelqu'un a une question? Sur le dernier volet là, que vous avez vu. Donc ça, c'est en discussion. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage n'a rien demandé. C'est l'architecte qui a dit, tiens, avec Notre-Dame, ils ont besoin d'un lieu, machin. Donc ça, c'est en discussion, mais il y a, je suppose qu'il y a un chiffrage. Ça... Alors, en fait, c'est aussi parce que j'ai senti qu'il y avait potentiellement, le proposé à Martin Hirsch, il y avait une sorte de résonance possible. Et d'ailleurs, il l'a tout de suite relayé avec toute la connaissance au lieu, etc. Même Anne Hidalgo était tout à fait d'accord. Puis après, il y a des gens qui réfléchissent de façon un peu compliquée. Puis il y a le Covid, etc. On l'a chiffré. Donc ça serait un budget de 6 millions, sachant que c'est montable et démontable. Oui, mais alors 6 millions, mais par rapport à l'ensemble de l'opération, on est à combien? L'opération, c'est 176 millions. Ouais. Oui, voilà, ouais. Oui, et puis surtout, c'est qu'il y a eu... Et puis surtout, c'est qu'en fait, c'est une question de fléchage, parce que pour la reconstruction de Notre-Dame, il y a eu un fléchage de des centaines de millions, en tout cas, pas loin du milliard. Donc, il considérait que ça pouvait faire partie, en fait, d'une réflexion globale liée au chantier. Voilà, à mon sens, ça avait du sens, quoi. Ça a du sens. Et ça a été très soutenu, même par Rima Abdul Malak, quand elle était conseillère. Là, maintenant, en tant que ministre de la Culture, c'est un peu en gestation. J'ai une question par rapport au Black Swan. Je voulais savoir au niveau de... Parce que c'est vraiment quelque chose qui me trottait dans la tête. Au niveau de l'implication que vous avez suggéré en fait, entre les différents... entre les commerces, entre les habitants, peu importe leur identité personnelle. J'ai l'impression que c'est quand même un pari que vous lancez. En fait, on est complètement incertain, on ne sait pas, on a du mal à savoir au final si ça va réellement marcher. Et j'arrive pas à savoir comment juger en fait, entre guillemets, le nombre, la proportion qu'il faut accorder au commerce, la proportion qu'il faut accorder au... Comment vous avez vu cette réflexion? Alors, la question de la proportion du commerce, elle était plutôt dans la verticalité, c'est-à-dire que moi, je considère que les bâtiments souvent sont, en rapport au sol qui est très, très rudimentaire. Moi, c'est un peu une obsession. Vous avez vu sur Auteuil, enfin, je mets toujours des choses un peu dilatées, etc. Et donc, déjà, de facto, moi, je trouve que un rez-de-chaussée d'un bâtiment, il doit avoir une certaine... pour pouvoir s'adapter dans le temps, une certaine hauteur pour pouvoir s'adapter dans le temps. Donc la question après de la proportion du commerce, je sais qu'il y a déjà plusieurs commerces qui ont évolué. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle pharmacie qui s'appelle Swan, qui a été installée. Je n'ai pas prévu, avant il y avait, il me semble, un opticien qui était là, enfin, je ne sais pas, où ici il est toujours. Donc peu importe en fait, on ne peut pas prévoir, mais en tout cas il y a cette quotité disponible parce que le bâtiment il a une certaine surface. Non, on ne peut pas avoir une projection... Mais à partir du moment où il y a une densité de ville et que le quartier fonctionne, en général, le rez-de-chaussée, il est facilement utilisable. En fait, quand ça ne fonctionne pas bien, c'est que le quartier est en déshérence, quoi. Et donc, je pense que dès le début, il me semble, il y a eu tous les rez-de-chaussée occupés, quoi. Ça, c'est important. Merci beaucoup pour votre conférence qui est très riche et j'ai appris plein de choses. Je vais juste revenir un petit peu sur votre livre. Et en fait, je veux bien savoir comment on peut
Parce que c'est une question que nous, comme étudiants, on confronte beaucoup, la réversibilité, jusqu'à où on peut considérer que la réversibilité, c'est pas vraiment l'architecture faible comme Super Studio ou Archizone qui l'ont décrit. Et en fait, j'aimerais bien savoir où le rôle de l'architecte, est-ce que c'est vraiment de mettre en point des règles, des lois, et après c'est aux ingénieurs ou aux gens qui peuvent l'appliquer sans un architecte. Comme ça, on va perdre de la richesse ou le récit que vous décrivez dans tous vos projets. La deuxième question, c'est aussi la question du rapport entre la construction et l'écologie. On a un grand débat entre est-ce qu'il faut construire, est-ce qu'il faut utiliser les bâtiments existants, c'est quoi les risques entre les deux, c'est quoi la proportion de risques écologiques. Et je vois en fait, c'est un avis personnel, la manière de la construction, par exemple, au Moyen-Âge, au mon point de vue, c'était écologique parce que ça a duré dans le temps. Là, maintenant, on est en train d'utiliser des matériaux qui ne sont pas assez adaptés, avec une longue durée très faible, parce qu'on passe d'une centaine d'années à une dizaine, et je ne sais pas à quel niveau c'est écologique ou même économique. Oui, tout à fait. Donc, je vais répondre à votre première question. Déjà, je comprends l'appréhension que vous avez à se dire, ouais, c'est pas le rôle de l'architecte, forcément, de s'intéresser aux réglementations et aux règles, et qu'on risque de perdre notre créativité. Je sais pas si en tout cas, je vous conseille d'aller voir l'exposition de Monsieur Norman Foster à Beaubourg. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont allés la voir, pas encore. Enfin bon, elle est là jusqu'en septembre. Et d'ailleurs, il est très clair là-dessus. Il dit qu'il a commencé à se sentir bien dans ses bottes quand il a travaillé de manière fusionnelle avec les ingénieurs. À l'époque, travailler avec des ingénieurs, c'était un signe de faiblesse, c'est-à-dire qu'on disait, tiens, l'architecte, c'est pas un cador, il a besoin d'être aidé par un ingénieur. Donc vous voyez quoi les mentalités évoluent dans le temps, Mais pour vous répondre à cette question, la question de la réglementation, moi, je n'ai pas eu plaisir délirant à m'occuper à plonger dans tous les textes, etc. avec mes équipes. Heureusement, j'avais des jeunes architectes qui étaient vraiment décidés d'en découdre parce que c'est leur avenir aussi qu'on traitait à travers ces réflexions. C'est que parce que en fait, on est face à des réglementations qui sont parfois biaisées et que je pense que c'est à nous, architectes aussi, de connaître véritablement tous ces éléments pour pouvoir mieux proposer et reprendre la main. Par exemple, la réglementation, la RE 2020 avec tous les paliers, elle a été complètement biaisée. D'ailleurs, Cédric Villani le dit, vous savez, c'est un grand mathématicien qui a fait un rapport en fait, sur l'intelligence artificielle en 2018 et qui dit que ces réglementations, en fait, notamment sur le bois, sont largement biaisées. C'est-à-dire que l'impact du bois est surévalué par rapport à la véritable empreinte écologique. Donc si nous-mêmes, on n'est pas sachant là-dessus, et moi, je pense que l'interface entre un mathématicien et un ingénieur est utile quand on arrive à croiser un intérêt rationnel et une dimension irrationnelle. C'est-à-dire que la question de l'un et l'autre sont nécessaires. C'est-à-dire que c'est là où on a une démonstration à faire, c'est qu'on n'est pas que des rêveurs, on est des rêveurs, mais on nous la raconte pas, d'une certaine manière. Et que là, pour le coup, la question de ces architectes qu'on martyrise à l'heure actuelle, et que moi, ça me désarçonne, je me dis au moins, pour ça que, au lieu de faire ma vie, mon œuvre, moi, j'ai préféré faire comme première publication quelque chose qui dise, voilà, on en est là, il faudrait faire ça, et là, on pourra parler sur la question du durable, etc. Parce qu'aujourd'hui, un architecte qui est durable, il faut forcément qu'il passe par le biosourcé, le bois, etc. Mais bien sûr qu'on peut le faire. Vous avez vu dans mon premier bâtiment, je suis allée chercher au Japon des bâtiments qui étaient... Mais c'est la base de l'architecture que d'être intelligent par rapport au... La seule chose, maintenant, il y a une sorte de diktat qui est imposé et vous devez poser... Voilà. Et là, si vous ne reprenez pas la main sur justement ces réglementations en disant non, là, il y a un truc qui déraille. Donc là, c'était aussi pour partager des vocabulaires, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui est utilisé.
La réversibilité, en général, les gens l'utilisent, mais en fait, c'est juste de la flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut changer les cloisons. Voilà, donc sur la question de la créativité, moi je pense qu'en plus il y a une nouvelle créativité à inventer. Alors bien sûr que c'est pas une architecture, c'est pas le projet de Franck Gehry dans le musée de Franck Gehry, mais il y a toujours eu des monuments et de l'architecture domestique. Là, on parle d'architecture domestique, et je pense que l'architecture domestique, vous le savez, ça fait 80 ou 90% des villes. Et la question environnementale qui est devant nous, c'est la question de cette masse en fait de construction. Donc après dire est-ce qu'il faut plus déconstruire? Non, pas du tout, c'est pas le sujet. C'est que on aura toujours besoin de construire, mais par contre construisons uniquement quand on ne peut pas. Voilà, la quotité, elle n'est pas comment dire prédéfinie, c'est-à-dire que selon les régions, il y a vraiment enfin, en faisant l'étude, justement, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de différences selon les régions en termes de zones tendues en matière de logement ou de bureaux, et que cette question, elle n'est pas générique. Ce qui peut être générique, c'est une attention à rentrer avec cette obsession d'entrer en fait tous les paramètres en parallèle, en fait, c'est-à-dire comment on gère la matière, comment on gère la question du rapport à la connaissance d'un territoire, l'hydrologie, comment on utilise en fait des nappes à bon escient, comment on ne les abîme pas, la géothermie, comment on connaît mieux en fait grâce aux data et l'intelligence artificielle les sols, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait qui ne sont pas utilisées, et on l'a mal utilisé au début des années 2000. Il y en a quelquefois asséché la problématique de la géothermie. Donc il y a des paramètres croisés qui peuvent être mieux gérés en considérant que la question parce que selon les régions, il y a des plans climat, il y a des SCOT, etc. Mais les réglementations actuelles, elles génèrent en fait de l'étalement urbain. Donc il y a une contradiction patente entre les réglementations qui génèrent l'étalement urbain et la volonté collective, maintenant qui est quand même réelle, d'y remédier. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Et donc, avec ce petit opuscule, je vais voir les différents ministères. J'ai vu ce matin Emmanuel Cos, j'allais voir le ministère avec un groupe qui s'appelle la FOC, la Force d'optimisation culturelle, qui est constitué en fait de 2 énarques pour avoir la parole politique, parce que nous, architectes, on n'a pas forcément la transcription de l'énoncé politique. C'est-à-dire, on veut quelque chose, mais comment ça va être formulé? Donc, on est avec 2 énarques, on est 4 architectes, donc Francis Soler, Marc Barani, Boris Petjavic et moi-même, un promoteur, une sémiologue, et on travaille en fait sur comment bâtir en fait un argumentaire pour mettre à disposition des propositions qui sont peut-être pas directement d'architecture, mais si c'est de l'architecture, quoi. Parce que ça va permettre de débloquer certains systèmes. Donc voilà, donc avec ce petit livre et le travail collectif qu'on fait, on peut mettre en scène des propositions. Parce que c'est bien beau de dire de toute façon l'état providentiel n'existe plus depuis longtemps, donc c'est à nous peut-être de devenir des acteurs actifs de ces décisions, quoi. Ou en tout cas d'essayer d'y contribuer. J'avais 2 questions liées. Vous parliez de la simplification des façades qu'il fallait prendre en compte. Et donc en fait, j'ai vu que vous avez travaillé avec d'autres architectes. Est-ce que quand vous travaillez avec d'autres architectes, vous focalisez plus sur les façades justement, parce que ça a l'air de vraiment être quelque chose qui vous tient à cœur. Et si c'est le cas, comment vous l'intégrez dans votre travail? Alors justement, simplification, je ne crois pas. Enfin, j'ai dû dire ça. Mais je crois qu'elles sont d'une beaucoup plus grande sophistication que regarder que tous les façades de logement, qui en général, il y a au mieux un garde-corps, un volet roulant, et basta. Hein. Non mais réellement, le gros de la production. Donc c'est peut-être, je dis, une simplification au sens où on a une sorte de périmètre croisé entre la structure, qui est rationnelle, et la façade qui est identifiée pour trouver le juste équilibre sur l'interface entre intérieur et extérieur, mais qui était très sophistiquée en réalité. Et ce travail en fait sur l'industrialisation, on l'a fait d'une manière itérative. D'abord, par exemple, Finn Geppel a été très moteur sur la mise en place du plan masse.
c'est Air Doctor environnement, qui a là vraiment la question de la distance, etc. Il l'a fait avec une sophistication d'un regard urbain absolument remarquable. La question du repliant, en fait, notamment, ça a été fait avec Francis Soler, parce que c'est une obsession chez lui, c'est un orfèvre de la construction. Moi, j'étais un peu dans la synthèse des éléments, et puis j'ai dessiné le store coulissant qui rajoutait une couche, en fait, par rapport à l'arrivée de la lumière. Moi, c'est un peu mon obsession, et les balcons extérieurs. Et puis, et Rudy Ricciotti, c'est, on va dire, le côté... il n'y a pas de différence entre le logement social et le logement plus... Et puis, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des clôtures qui ne soient pas dorées, etc. Bon, donc, une parole excessive, mais utile dans le dialogue pour faire un peu bouger les choses. Voilà. Donc, je peux vous dire que c'est... il y en a un qui a fait une façade et l'autre. En fait, c'est réellement... c'était 4 mois de concours, et c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de temps. Mais c'était 2 mois de bagarre intense. Vraiment, alors là, il y a des noms d'oiseaux qui volaient. Et puis après, moi j'étais la mandataire. Hein. Ils ont trouvé ça drôle de mettre la femme mandataire. Et puis après, on a trouvé des solutions comme ça, de fil en aiguille. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation et félicitations pour vos projets encore plus réussis. Je suis particulièrement touchée par votre manière de valoriser le patrimoine et de le mettre en valeur. J'ai juste une petite question pour le projet de Nancy. Je n'ai pas vraiment vu, est-ce que vous avez refait la dôme, l'ancienne dôme, ou vous l'avez juste réhabilité ou... Oh oui, les juste, en fait, pour des questions en fait de, oui voilà, c'était là. J'ai beaucoup aimé l'ancienne dôme, mais j'ai pas vu vraiment. Le nouveau, l'ancien dôme, ouais. Alors en réalité, il était en béton. Il y avait des tuiles de béton à l'origine, mais très rapidement, il a créé un tassement et des fuites. Donc les tuiles de béton ont été enlevées. Ils ont mis du bitume cuivré. Et moi, je me suis battue pour faire classer le bâtiment, ce qu'il en restait, pour pouvoir avoir du zinc, donc un matériau léger. Mais sinon, sur l'intrados, on a simplement fait une sorte de reprise en fait de tout le parement intérieur, et on a repris l'isolation extérieure et l'étanchéité du dôme extérieur. Mais on n'a absolument pas changé la volumétrie ni quoi que ce soit. On a restauré les... Voilà. Et on a fait tout ce travail avec Pierre-Antoine Gattier, parce que bon, il y avait un travail en fait sur le stuc, des fausses marbrures, etc., où il fallait aussi avoir cet équilibre, parce que entre arriver à refaire une toiture en zinc, c'est quand même un coût extraordinaire. Donc c'était un dialogue toujours entre la reconstitution. Là, il a dû accepter, Pierre-Antoine, qu'on n'ait plus les fausses marbrures des colonnes. C'est un équilibre. Mais par contre, on voit en premier plan les magnifiques céramiques. Là, par contre, on n'a pas transigé, on a refait faire celles qui manquaient. Donc, c'était des choix, en fait. Il faut voir qu'un centre thermal, c'est pas un musée. Donc, les budgets, ils sont en fait ce qu'ils sont. Et donc, moi, je trouve ça normal, d'un point de vue éthique, qu'on fasse des choix. Voilà, c'est ce type de choix qu'on a fait. Une dernière question pour conclure, si vous voulez bien, qui est presque pittoresque. Dans ton ouvrage et dans les coupes que tu nous as montrées, à partir de ta recherche, on va dire inaugurée sur les Black Swans, sur la question de la réversibilité, et pas juste de la flexibilité, comme tu le disais, et je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre qu'on est là plus que dans la nuance, dans la définition aussi des formes et des dénominateurs communs. Tu parles d'une hauteur d'étage. Donc là, il y a eu beaucoup, aux États-Unis, en Allemagne, on n'a pas les mêmes normes, mais bon, ça se chatouille un peu, c'est assez près. Par contre, tu définis aussi une travée idéale. Et si j'ai bien lu, elle fait 6 mètres 66. Ouais, chiffre du diable. C'est diabolique. Ouais, exactement. Ça t'a pas échappé. Non, mais moi, j'aime bien, tu vois, ces raisons un peu sous-jacentes. Et en fait, il y a mes collaborateurs qui me disent « Mais pourquoi ?» Je dis « Non, c'est mieux. » C'est du surréalisme. Ouais, voilà.
encore mille merci de ta venue et de ta présentation. Merci à vous. Bon courage pour la nef. Ouais, merci.